Mes chers étudiants, bonjour. Nous allons terminer le cours sur le règne animal. Et nous allons voir un deuxième exemple dans le développement, un deuxième exemple d'animaux dont le développement s'est arrêté au stade gastrula, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont diploblastiques et nous allons voir aujourd'hui l'embranchement des cnidaires. Alors, cet embranchement, c'est dans lequel on trouve les méduses que nous avons observées dernièrement sur nos plages avec des nombres énormes. On trouve également le corail, le corail avec lequel on fait des bijoux, ce qu'on observe ici. Et nous avons d'autres formes de cnidaires telles que, bien sûr, les anémones de mer. Alors, nous allons étudier tout d'abord les caractères généraux des cnidaires et on va voir la morphologie externe de ces cnidaires. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle cnidaires? Donc cnidaires et en latin on les appelle cnidaria. Cnidé en grec c'est ce qu'on appelle ortie. Ortie c'est une plante, donc c'est ce qu'on observe ici. Lorsqu'elle nous touche, elle provoque une rougeur au niveau, bien sûr, de la peau. Aria, c'est ressemble au corps. Donc, ce sont des animaux qui ressemblent, si vous voulez, qui donnent un urticaire, comme ce que donne l'ortie lorsqu'elle nous touche au niveau de la peau. Alors, pourquoi on les appelle dans ce cas-là cnidaires? Parce que ils sont caractérisés par la présence de cellules caractéristiques que l'on appelle les cnidocytes, que l'on trouve essentiellement au niveau des tentacules, que ce soit de cette forme-ci ou bien de cette forme-là. On peut les voir. C'est cette granulation qui s'observe au niveau de ces tentacules. Alors voilà, donc si on fait une coupe transversale au niveau du cnidaire, on peut les voir à ce niveau-là. Donc on peut les voir à l'extérieur, surtout au niveau de la région externe. Donc voilà, ce sont des cellules qui ressemblent à cela. Et c'est ce qu'on appelle aussi cellules urticantes parce que ça provoque cette urticaire, donc comme une allergie au niveau de la peau. Et ils sont caractérisés lorsqu'ils touchent un support, la libération de ce filament urticant. Et lorsqu'ils touchent notre peau, donc ça provoque bien sûr cette rougeur au niveau de la peau. On va voir essentiellement les caractéristiques de ces cellules-là tout à l'heure. Alors, pour ces animaux-là, ce sont des animaux qui présentent une symétrie qui est radiaire. Radiaire, c'est-à-dire on peut faire passer plusieurs plans au niveau de l'individu et on va avoir des parties qui se ressemblent. Donc c'est pour ça qu'on les appelle radiaires, c'est comme un cercle, un rayon de cercle. D'ailleurs, lorsqu'on fait passer des plans de symétrie, on va avoir des zones qui sont semblables. C'est pour ça qu'on dit qu'ils présentent une symétrie qui est radiaire ou biradiaire chez certaines espèces. Alors, pour la paroi du corps de ces animaux, ils sont formés par deux feuillets de tissu. Donc, nous avons l'ectoderme, c'est le tissu qui se trouve à l'extérieur. C'est ce qu'on observe ici. Ensuite, nous avons l'endoderme. Endo, c'est à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on observe à ce niveau-là, c'est ce qui est coloré en jaune. Et entre les deux, nous avons une substance gélatineuse qui sépare les deux tissus qu'on appelle la mésoglée. Alors, c'est pour ça que ce sont des animaux, des métazoaires, des animaux pluricellulaires et qui sont diploblastiques, ça veut dire deux, caractérisés par la présence de deux tissus, l'ectoderme et l'endoderme. On peut le voir également sur ces photos de coupes transversales de l'ectoderme. Ce sont des coupes fines. On peut voir également la présence de l'ectoderme, l'endoderme et puis là la mésoglée. Et à fort grossissement, voilà ce qu'on observe. Donc nous avons cette structure-là qui nous montre l'ectoderme de l'endoderme et surtout que la mésoglée, elle est très très fine par rapport à ce que nous avons vu chez les spongiaires.
Alors les deux feuillets cellulaires, ils ont la forme d'un sac, d'un double sac qui est muni par un seul orifice. Donc que ce soit chez cette forme-là ou bien chez l'autre. Donc cette ouverture qu'on appelle ouverture bucco-anale. Pourquoi? Parce qu'elle joue le rôle de bouche et bien sûr d'anus. Généralement, cet orifice-là, il est entouré par des bras, bien sûr, qui sont très très fins, qu'on appelle les tentacules. On peut les voir chez les deux formes. Donc, je répète que l'orifice bucco-anal, il est entouré par les tentacules. L'ouverture, à partir de cette ouverture, on arrive à la cavité gastrique ou bien la cavité gastrovasculaire. C'est l'équivalent de l'estomac et de l'intestin chez ces organismes-là. On peut les voir même chez cette forme qui est la forme polype. Alors, chaque feuillet est tissulaire. Donc, lorsqu'on passe à l'organisation interne, chaque feuillet tissulaire, il est formé par une seule couche de cellules, que ce soit l'ectoderme ou bien l'endoderme. Et ces couches-là, donc, sont monostratifiées. Mono, c'est unique, c'est une seule. Donc, nous avons une seule strate de cellules au niveau de chaque tissu. C'est pour ça qu'on les appelle également des épithéliums monostratifiés. Alors, pour l'ectoderme, je vais commencer à décrire la structure, bien sûr, de l'ectoderme. L'ectoderme qui est monostratifié, je le répète, formé par une seule strate, il est formé par plusieurs types de cellules. Parmi ces cellules, nous allons trouver les cnidocytes. Donc, les cnidocytes, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les cellules caractéristiques des cnidaires, qu'on appelle aussi cellules urticantes. Donc, ce sont des cellules qui sont très spécialisées. Et elles sont spécialisées dans la défense de l'animal et dans la capture des proies. Donc, comment fonctionnent ces cellules-là? Et pourquoi est-ce qu'elles provoquent chez nous, lorsqu'elles nous touchent, donc cette rougeur au niveau de la peau? Alors, cette cellule-là, lorsque nous avons un animal ou lorsque on est touché, donc elle touche notre peau, donc qu'est-ce qui va arriver? Donc nous avons, chez cette cellule-là, nous avons un cil qu'on appelle le cnidocyle. Lorsque une particule touche le cnidocyle, elle va provoquer l'ouverture de cette petite porte que nous avons ici. Donc cette petite porte de cette ampoule qui se trouve à l'intérieur de cette cellule, et surtout, donc cette petite porte va permettre, la libération de ce filament, ce cnidocyle, ce filament urticant qui va être déployé à l'extérieur. Et surtout au niveau de ce filament, nous avons la présence de ces épines-là. Et ce sont ces épines-là qui vont pénétrer à l'intérieur de notre peau ou bien à l'intérieur de l'animal pour qu'il y ait inoculation du venin qui se trouve dans cette ampoule qu'on appelle ampoule à venin et qui va être libérée dans la peau, notre peau ou bien au niveau de l'animal. Ça va permettre de mobiliser ou bien de nous donner cette rougeur au niveau de la peau. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ces cellules-là interviennent dans la défense et dans la capture des proies. Nous avons le deuxième type de cellules, ce sont les cellules ectodermiques, qu'on appelle également cellules épithélio-musculaires. Donc, ils forment un revêtement. Donc, c'est le revêtement ectodermique. Nous allons trouver un nombre très élevé par rapport aux autres cellules. Et ces cellules-là, étant donné qu'on les appelle épithélio-musculaires, ils sont caractérisés par la présence de myofilaments. Lorsqu'on entend myo,
Vous avez entendu parler de myofibrils dans le module histologie que l'on trouve dans le tissu musculaire. Donc, ils interviennent dans la contraction et cette contraction, bien sûr, va permettre la contraction générale du corps de l'animal ou le corps du cnidaire. Le troisième type de cellules, nous avons les cellules interstitielles. Alors, ces cellules-là, interstitielles, ce sont des petites cellules qui ne sont pas différenciées et qui peuvent donner naissance à différents types de cellules. C'est-à-dire que lorsque les cellules, que ce soit les cellules ectodermiques, les cellules urticantes ou les cellules de l'endoderme meurent, ces cellules-là viennent les remplacer pour bien sûr se différencier en différents types de cellules, bien sûr, qui meurent. C'est pour ça on les appelle cellules interstitielles. Le quatrième type de cellules que nous allons voir, ce sont les cellules sensorielles. Sensorielles, ça vient de sens, comme les sens que nous avons. Donc, elles interviennent essentiellement dans le tact. C'est ce que nous avons ici. Ce sont des cellules qui sont étroites. Et dès que nous avons, lorsque surtout ces cellules-là sont touchées par un animal ou bien par un support quelconque, donc on peut avoir la contraction, un début de contraction de l'individu entier. Donc elles sont très nombreuses, essentiellement au niveau des tentacules qui permettent bien sûr d'attraper les proies. Alors, pour l'organisation interne de l'endoderme, donc nous allons voir également une strate de cellules et les premières cellules qui apparaissent, qui sont très très grosses, ce sont les cellules digestives, qu'on appelle aussi cellules digestives endodermiques parce qu'elles se trouvent au niveau de dans l'endoderme et qu'on appelle également les phagocytes. Phago vient de digestion, cyta en latin veut dire cellule. Donc ce sont des cellules qui interviennent dans la digestion et ce sont essentiellement des cellules flagellées. Alors dans leur rôle, donc le rôle surtout des flagelles intervient avec leur mouvement dans l'apport bien sûr des aliments. Donc, elles possèdent bien sûr de nombreuses vacuoles digestives, c'est ce qu'on peut observer chez ces cellules. Nous avons également, donc, dans l'endoderme, un deuxième type de cellules, ce sont les cellules glandulaires. Donc, ces cellules glandulaires, donc, ils interviennent dans la formation du mucus pour, bien sûr, la mésoglée, et ils interviennent également dans la synthèse d'enzymes qui permettent la digestion à l'intérieur de la cavité gastrovasculaire des aliments qui pénètrent dans, bien sûr, cette cavité. Nous avons également les cellules sensorielles, donc ces cellules-là, c'est le deuxième type de cellules sensorielles endodermiques, c'est-à-dire qui se trouvent à l'intérieur ou qui forment l'endoderme. Donc, qui intervient également dans la contraction, bien sûr, de l'animal en entier, de l'individu, lors du broyage des aliments. Nous avons au niveau cette fois-ci de la mésoglée, donc cette couche gélatineuse qui se trouve entre l'endoderme et l'ectoderme, nous avons ces cellules-là, on peut les voir, ce sont des cellules qui sont des cellules nerveuses qui sont multipolaires, donc là on voit qu'elles sont bipolaires et qui se placent généralement à la base des cellules ectodermiques parce que ça permet d'innerver ces cellules-là lors de la contraction de l'animal. Nous allons trouver également les cellules interstitielles, ces fameuses cellules qui peuvent migrer de l'ectoderme vers l'endoderme lorsque, bien sûr, une cellule endodermique meurt. Donc, elle va passer pour, bien sûr, la remplacer. Par conséquent, on les trouve au niveau de la mésoglée. Alors, pour les types d'organisation des cnidaires,
Donc, les cnidaires sont essentiellement des organismes qui sont soit solitaires, soit coloniaux. Donc, solitaires, c'est-à-dire on va trouver un seul individu, d'accord, comme les hydres, les anémones de mer, également qui sont solitaires, soit coloniaux. C'est le cas par exemple de ce corail-là. Donc ces filaments que vous observez, chaque filament constitue un polype. Donc ils vivent associés et forment ce qu'on appelle une colonie. Alors, pour les types d'organisation des cnidaires, nous avons la présence de deux formes, la forme polype et la forme méduse. Alors, la forme polype, elle est benthique parce que les cnidaires sont généralement des organismes qui sont aquatiques. Ils vivent aussi bien dans les eaux marines que dans les eaux douces. Donc, que ce soit les mares, les oueds, etc. Mais elles sont généralement benthiques, c'est-à-dire ces individus vivent fixés. Alors, leur corps, généralement, il est cylindrique. Donc, pour la forme, bien sûr, benthique ou pour les polypes, ils doivent s'attacher absolument à un substrat par ce qu'on appelle un disque pédieux qui est sous la forme d'une ventouse qui permet à l'animal de se fixer sur des supports, que ce soit pour les cnidaires qui sont solitaires ou bien pour les cnidaires bien sûr coloniaux. Alors chez les cnidaires donc, qui vivent en colonie, on peut trouver sur cette même, si vous voulez, colonie, plusieurs formes de polypes, comme ce qu'on observe chez cet individu qui fait partie, ou qui est l'espèce Obelia geniculata, qui présente plusieurs formes de polypes. On peut l'observer d'ailleurs sur la diapositive. Si on fait un fort grossissement à ce niveau-là, on va voir effectivement, nous avons ce polype-là qui présente plusieurs tentacules qui intervient dans la capture des proies et dans leur digestion. Donc, elle intervient dans la nutrition. C'est ce qu'on appelle les gastrozoïdes. D'autres polypes peuvent intervenir dans la reproduction. Ils vont bourgeonner des méduses qu'on observe ici. Et ces méduses-là qui portent bien sûr les gonades. Et dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle des polypes, des gonozoïdes. On peut avoir également des polypes qui peuvent intervenir dans la défense de la colonie, ce qu'on appelle les dactylozoïdes. Alors ce phénomène, c'est-à-dire la présence de plusieurs polypes sur une même colonie, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme. Poly, c'est plusieurs, morpha, c'est forme, c'est-à-dire on va avoir plusieurs formes sur une même, bien sûr, colonie. La deuxième forme que nous observons chez les cnidaires, c'est la forme méduse. La forme méduse qui est planctonique, c'est-à-dire elle est nageuse, elle nage à l'aide de ses bras ou bien de ses tentacules. Elle a la forme d'un champignon ou bien d'une ombrelle, c'est-à-dire d'un petit parapluie avec, si vous voulez, ses bras que nous trouvons ici avec la présence de l'orifice bucco-anal qui se trouve ou qui se situe dans cette région-là. Alors, pour la nutrition, donc la nutrition, tout d'abord, les cnidaires sont des animaux qui sont carnivores. Donc, ils doivent chasser leur proie et s'alimenter d'autres animaux. Alors, la digestion, elle est à la fois extracellulaire et intracellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une digestion extracellulaire? C'est-à-dire, elle se fait à l'extérieur si vous voulez, des cellules. Alors, lorsque un animal passe à côté, bien sûr, que ce soit de la méduse ou bien du polype, donc il va être capturé par, bien sûr, tout d'abord les tentacules. Cet aliment-là va passer à travers l'orifice bucco-anal vers, bien sûr, la cavité gastrovasculaire. Alors, une fois dans cette cavité, bien sûr, il va toucher les cellules sensorielles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et lorsque
ils sont touchés, ils vont donner un ordre, si vous voulez, aux cellules ectodermiques ou les cellules épithélio-musculaires pour se contracter, et à la fois on va avoir la libération d'enzymes à partir des cellules glandulaires, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons les cellules glandulaires plus la contraction des cellules ectodermiques, donc on va avoir le broyage bien sûr de cet animal-là qui va être coupé en tout petits morceaux qui vont devenir presque microscopiques, et là nous avons la première digestion qui se fait à l'extérieur des cellules. Une fois les morceaux sont très petits, ils vont être phagocytés par les phagocytes ou les cellules digestives, ces grosses cellules qui présentent plusieurs vacuoles au niveau de l'endoderme. Alors là, lorsque ces vacuoles se forment, ils vont rencontrer les lysosomes pour qu'il y ait une digestion complète de cet aliment-là. Et dans ce cas-là, on va avoir une digestion qui est intracellulaire. C'est pour ça qu'on parle dans la nutrition chez les cnidaires qu'il y a deux digestions, une digestion extracellulaire et une digestion intracellulaire. Donc voilà. Pour si vous voulez, pour la nutrition, je répète que nous avons une digestion qui est tout d'abord extracellulaire, qui est suivie par une digestion qui est intracellulaire. La digestion extracellulaire se fait essentiellement par la contraction, si vous voulez, de l'individu à l'aide des cellules ectodermiques et par la libération des enzymes à partir des cellules glandulaires, alors que la digestion intracellulaire, elle se fait au niveau des phagocytes, donc ces grosses cellules qui sont endodermiques, et bien sûr l'alimentation va être répartie au niveau de tout l'individu ou au niveau du cnidaire. Alors, le troisième chapitre que nous allons voir, ou le troisième paragraphe que nous allons voir, c'est la reproduction. Alors, chez les cnidaires, il y a deux types de reproduction. Une reproduction sexuée et une reproduction asexuée. Alors, pour la reproduction asexuée, qui se fait en absence des gamètes ou absence des sexes, nous avons plusieurs types de multiplication asexuée. Nous avons une multiplication par bourgeonnement, par division binaire et par régénération. Alors, on va commencer par la reproduction asexuée par bourgeonnement. Au niveau du cnidaire, donc on peut avoir l'apparition d'un bourgeon, donc qui va être muni de tentacules et avec bien sûr l'orifice bucco-anal. Donc on voit que c'est un petit individu qui est attaché à l'individu père, qui va subir une scission à ce niveau-là. Il va être libéré pour redonner un individu fils entier. Alors le deuxième type de reproduction que nous pouvons voir chez bien sûr les cnidaires, c'est une reproduction asexuée par division binaire, et là on va la voir chez bien sûr le genre Aurelia. Donc ce type de cycle de développement, on peut voir Aurelia. Donc après la fécondation, on va avoir la libération de cette larve qui va se fixer, et elle va nous donner bien sûr la forme polype. C'est cette forme-là qui va subir une division transversale. Donc on peut le voir ici, pour nous donner bien sûr des méduses, des petites méduses qu'on appelle Ephira, qui par la suite va se développer pour donner bien sûr un autre individu entier avec ses gonades et mature essentiellement. On peut le voir ça sur cette photo-là, à partir de la larve planula, nous avons après fixation la formation de ce polype-là, le scyphostoma, qui subit une lacération ou une division qui est transversale pour la libération. Bien sûr, c'est une strobilisation, on l'appelle également, donc pour avoir la formation de petites méduses, donc qu'on appelle Ephidra, qui va nous donner donc la méduse entière. Et puis après,
nous avons ce qu'on appelle la régénération. Alors la régénération, on la trouve par exemple dans le cas de l'hydre. Alors si on coupe l'hydre en deux, donc chaque partie de l'hydre va régénérer l'autre partie manquante. Donc c'est ce qu'on observe ici. Donc à partir d'un individu donc, qui subit une amputation ou une division, je répète, chaque partie va régénérer la partie manquante. C'est ça la division par régénération. Alors pour la reproduction sexuée, donc selon les groupes zoologiques, donc les gonades essentiellement, ils peuvent être placés ou se retrouver chez la forme méduse, comme ce qu'on observe ici, nous avons les gonades qui se placent ici, soit au niveau du polype, on peut le trouver, c'est comme un bourgeon qui apparaît, mais ce sont des gonades qui vont donner bien sûr les gamètes, puisque la fécondation, elle est généralement externe et se fait dans l'eau. Après la fécondation, donc nous allons avoir bien sûr l'œuf ou zygote qui va donner naissance à une larve caractéristique des cnidaires. C'est une larve qui est ciliée qu'on appelle la larve planula. C'est une larve ciliée, donc elle est capable de se déplacer. C'est une larve qui est planctonique et bien sûr que nous allons trouver chez tous les groupes zoologiques des cnidaires. Alors pour les cycles de vie ou le cycle biologique, donc le cycle biologique des cnidaires, il se caractérise généralement par la présence de deux phases. Une phase dans laquelle on trouve les méduses et une autre phase dans laquelle on trouve la forme polype. Selon la durée de la phase méduse et de la phase polype, nous allons trouver plusieurs types bien sûr, de cycle de développement. Alors, on va commencer par ce cycle-là où la phase méduse, la durée de la phase méduse est égale à la durée de la phase polype. Et nous avons bien sûr les deux formes au niveau du cycle de développement. Là, on le trouve chez le Obelia geniculata. Donc, on voit ici, après, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc la libération des méduses par ce polype-là, donc méduse mâle et méduse femelle qui vont libérer bien sûr les gamètes. Donc on va avoir après fécondation la formation de la larve planula qui va se fixer et redonner bien sûr le stade polype, donc avec les différentes formes bien sûr de polypes. Chez d'autres cnidaires, donc nous allons trouver bien sûr presque uniquement la forme méduse ou le stade méduse, alors que la forme polype elle est presque absente. On la voit uniquement lorsque la larve planula se fixe sur un support pour donner ce stade polype uniquement qui va subir des divisions pour donner bien sûr les méduses. Le troisième type de cycle, c'est lorsque nous avons l'absence du stade méduse ou de la forme méduse. D'accord? Donc la phase méduse, elle est absente. On le trouve chez l'hydre d'eau douce. Donc là, les gonades se placent sur l'individu. Et bien sûr, après la libération des gamètes, la fécondation, elle est soit externe, soit il reste fixé sur l'individu femelle. Et puis après éclosion, on va avoir bien sûr la larve planula. Alors pour la classification, donc je vais vous donner uniquement les 4 classes qui caractérisent cet embranchement, les classes les plus importantes qui caractérisent l'embranchement des cnidaires. Nous avons les hydrozoaires, donc ça vient d'eau, c'est-à-dire ils sont transparents. Chez les hydrozoaires, nous avons la phase polype est dominante, alors que la phase méduse, elle est bien sûr présente. Les scyphozoaires, donc c'est uniquement scypho, c'est en latin c'est tasse, c'est-à-dire que nous avons essentiellement la forme méduse chez les scyphozoaires.
Les cubozoaires, là, nous n'avons que la phase méduse, il n'y a pas de polype. Cubozoaire, parce que là, la méduse, elle est cubique, c'est ce qu'on observe ici. Donc, il n'y a pas, je répète, de phase polype. Et chez les onthozoaires, donc là, il n'y a pas de phase méduse, nous n'avons que la phase polype seulement. C'est ce qu'on observe chez, bien sûr, les coraux, par exemple. Donc, le corail, donc c'est un cnidaire onthozoaire où la méduse est absente. Alors, je termine avec le cours de l'embranchement des cnidaires. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons voir surtout la structure d'autres animaux triploblastiques, à savoir l'embranchement des platelminthes. Et je vous remercie.